Influencé à la fois par des sources anarchistes et marxistes, à la fois pratiques et théoriques, le courant politique dont on va parler dans cet épisode peut être interprété comme une conception véritablement radicale de la démocratie qui permet de revenir à l'idée même de ce que pourrait être en acte un pouvoir du peuple. Ce courant, c'est le conseillisme, parfois appelé communalisme en référence à la Commune de Paris, ou communisme des conseils, par rapport aux expériences des révolutions russes et allemandes au début du XXe siècle. Dans l'idée de prolonger les épisodes de la chaîne consacrés à l'exploration des possibles démocratiques et de ses perspectives émancipatrices, on va donc parler dans cet épisode de la démocratie dans la pensée conseilliste. Johan Dubigeon, sur lequel je me suis beaucoup appuyé ici, parle, comme l'indique le titre de son livre, de démocratie des conseils. Allons voir ça de plus près. Dans son livre sur les soviets en Russie, et rappelons que soviet signifie conseil en russe, l'historien allemand Oskar Annweiler définit le conseil comme une aspiration à réaliser une participation la plus large et la plus immédiate possible des individus à la vie publique par le biais d'assemblées générales. On retrouve cette pensée du conseillisme chez des auteurs et des militants tels que Anton Pankow, Rosa Luxemburg, Cornelius Castoriadis et bien d'autres. Johan Dubigeon dégage 5 conditions pour avoir ce qu'il appelle une démocratie par en bas de type conseilliste, opposée à la démocratie par en haut de type représentative. Ces conditions sont synthétisées à partir des ouvrages d'Oskar Annweiler, Les soviets en Russie, mais aussi celui de Martin Bréa, L'expérience plébéienne. Première condition, le mouvement doit être l'œuvre de catégories dominées de la population. Historiquement, bien sûr, ce sont celles des ouvriers et du prolétariat dont il a été question. Deuxième condition, cette catégorie dominée doit créer un espace politique égalitaire. Troisième condition, cet espace se constitue en extériorité des institutions existantes et donc de l'État. Quatrième condition, il existe une tension sur la question de la délégation et donc de la représentation. Et enfin, cinquième condition, il doit y avoir une volonté d'émancipation. Avant de voir comment ces conditions permettent de penser le fonctionnement et la mise en place de la démocratie des conseils, on peut noter que cette démocratie va à l'encontre d'une démocratie qui serait toujours pensée comme étant en lien avec la présence d'un État. Le philosophe français Miguel Abensour oppose ainsi dans son livre « La démocratie contre l'État » deux traditions révolutionnaires. La tradition jacobine d'abord, qui vise une nouvelle forme d'État, et enfin le modèle conseilliste ou communaliste qui va cette fois-ci à l'encontre de l'État et vise la création de nouvelles formes d'organisation politique dans lesquelles disparaissent la distinction entre gouvernants et gouvernés. Comment fonctionne la démocratie des conseils? La démocratie par en bas, qui caractérise la démocratie de conseil, est une démocratie d'assemblée quotidienne et publique, qui vise à s'approprier les lieux de sociabilité économique et politique et qui s'ancre dans le quotidien de manière continue. Cet ancrage dans le quotidien de la démocratie permet d'éduquer les citoyens dans l'action même du politique en train de se faire. Au fur et à mesure que les conseils agissent, ses membres gagnent en autonomie et en capacité politique. C'est l'idée d'une auto-émancipation mêlée à une auto-éducation. Comme l'écrit Rosa Luxemburg, 6 mois de révolution feront davantage pour l'éducation de ces masses actuellement inorganisées que 10 ans de réunions publiques et de distribution de tracts. Par cette auto-éducation s'engage en même temps une réflexion dans et sur l'action en train de se faire. L'organisation politique peut ainsi s'ajuster au fil du temps par des retours réflexifs, théoriques, pour organiser au mieux la pratique quotidienne. La démocratie de conseil, ou par en bas, s'oppose alors à une politique de gestion par des spécialistes. Elle vise, on l'a vu, la réappropriation du pouvoir aux mains de tous. Cependant, elle n'est pas une démocratie directe, dans laquelle les mandataires sont soumis à un mandat strictement impératif, qui les oblige à prendre des décisions strictement identiques à celles discutées dans le Conseil. Mais alors, comment cela fonctionne-t-il? Dubigeon résume le fonctionnement politique de la démocratie de conseil par plusieurs principes. Un principe de confiance, un principe de délégation, un principe de contrôle et un principe de rotation.
La démocratie de conseil s'organise alors autour d'échelons égaux d'une multitude d'assemblées qui remontent du bas vers le haut comme des cercles concentriques. La décision politique part du bas pour impulser les décisions du haut et ainsi de suite dans une perspective plutôt fédéraliste. Les conseils indépendants entre eux se fédèrent pour produire des échelons plus élevés et discuter des choses qui peuvent être trop complexes pour les conseils du bas. Comme le rappelle Dubigeon, et pour l'anecdote historique, cette idée remonte au philosophe Johannes Althusius, véritable précurseur à la jonction du XVIe et du XVIIe siècle du fédéralisme libertaire. Il faut donc que les conseils les plus bas délèguent des pouvoirs de discussion et de décision à des citoyens en qui ils ont confiance, qui sont proches d'eux et qui vont les représenter en étant payés par exemple au salaire moyen d'un travailleur si l'on suit le modèle de la Commune de Paris. Ces représentants ont alors une certaine autonomie pour changer d'avis dans la discussion avec les autres représentants et ne sont pas soumis directement à un mandat impératif. Toutefois, ils sont révocables si nécessaire, et quelqu'un d'autre peut être élu à leur place. Ces aspects renvoient donc au principe de confiance, de délégation et de contrôle. La semi-autonomie au niveau de la prise de décision des représentants permet donc de préserver la conflictualité dans les débats. Elle peut permettre la recherche de compromis sans risque de blocage que des mandats strictement impératifs pourraient produire. Les conseils doivent également viser à changer régulièrement de représentants et donc à mettre en place un principe de rotation des tâches. Mais un obstacle peut apparaître. Que faire des personnes qui ne veulent pas s'intéresser à la chose politique, ou pire encore peut-être, qui pensent être incompétentes? Pour le philosophe Cornelius Castoriadis, la démocratie de conseil peut engager en fait un cercle vertueux qui répondrait au cercle vicieux de la démocratie représentative. Dans cette dernière, en effet, le citoyen est dépossédé du pouvoir politique. Il consent à déléguer ce pouvoir pour un temps donné. Cette situation le met en position de retrait et le pousse à se désintéresser de la politique, à y devenir indifférent. Au contraire, par la rotation des tâches dans la démocratie de conseil, le citoyen va s'habituer à se pencher sur les affaires publiques, à y prendre part et au final à s'y intéresser. On retrouve l'idée donc d'un apprentissage du politique en acte, de l'auto-éducation et de l'auto-émancipation. Résumant la pensée de Castoriadis ou encore d'Anton Pannekoek, Dubigeon résume le fonctionnement de la délégation et de la représentation dans la démocratie des conseils. Elle est la délégation provisoire et contrôlée du pouvoir politique qui va des conseils locaux vers les conseils plus élargis ou spécialisés. Les représentants sont donc contrôlés en permanence et révocables à tout moment. C'est en ce sens que la démocratie de conseil s'oppose aux partis et aux syndicats. Anton Pannekoek soutient ainsi un socialisme des conseils contre un socialisme de parti qui a transformé la révolution russe en véritable révolution bourgeoise d'un nouveau type. L'URSS n'ayant ainsi de soviétique que le nom. Le conseil est donc ce qui doit mener la révolution, et en même temps, il est ce vers quoi cette révolution doit aboutir. Il doit être spontané, c'est-à-dire surgir des individus eux-mêmes. Des ouvriers, en l'occurrence historiquement, sans médiation par un parti ou par un syndicat. La démocratie des conseils est donc un processus continuel et sans cesse mouvant de démocratisation en acte. En ce sens, elle se veut une obéissance entre égaux, une obéissance qui se réalise par la rotation des tâches entre gouvernants et gouvernés, une idée que l'on retrouvait déjà chez Aristote dans son livre Les Politiques. On retrouve encore une fois donc le cercle vertueux de l'éducation par la participation qui produit une autonomie et une responsabilisation de chacun au fur et à mesure de la rotation des tâches représentatives. Comme le rappelle Dubigeon, avec ce modèle, on est loin du modèle de consentement à l'autorité prégnant dans les démocraties libérales et strictement représentatives. L'autonomie qui se crée dans et par l'égalité politique aboutit ainsi et par définition à une véritable liberté politique. S'il est nécessaire de voir comment pourrait fonctionner une démocratie des conseils, il faut bien voir dans un contexte historique et social précis comment elle pourrait être mise en œuvre et comment elle pourrait perdurer. À ce titre, plusieurs stratégies s'opposent. Ces questions stratégiques sont presque classiques au sein des divers courants de gauche qui se positionnent en faveur d'une démocratisation radicale, et elles expriment les difficultés à résoudre pour la mettre en œuvre. Comme le note Johan Dubigeon, ou encore Richard Gombin, dans son livre Les origines du gauchisme. Ces stratégies se regroupent autour de deux pôles qui visent deux buts différents.
Un premier pôle, qu'on appelle substitutiste et qui se veut pragmatique, vise l'efficacité révolutionnaire pour détruire l'ordre existant. Il a une fonction, on pourrait dire, négative. L'autre pôle, appelé pôle spontanéiste, vise directement la démocratisation radicale. Elle pense d'emblée l'après. Sa fonction est positive et vise ainsi la construction. À partir de ces pôles, dès lors, deux stratégies sont possibles. La première vise à s'emparer du pouvoir, puis à le transformer de l'intérieur. C'est la stratégie du pôle substitutiste qui, à terme, utilise les conseils pour faire gagner le parti. La seconde stratégie vient créer, à côté du pouvoir toujours existant, des lieux et des temps d'autonomie sociale et politique. C'est la stratégie du pôle spontanéiste. Dans le premier cas, le pouvoir ancien est détruit de l'intérieur. Dans le second, il l'est par usure au fil du temps, par la reconstruction, sans organisation préétablie, d'autres rapports sociaux et politiques dans un à côté du pouvoir en place qui vise le dépérissement de ces derniers. Ces deux stratégies posent cependant chacune deux problèmes distincts, qui résument la tension théorique et pratique de la démocratie des conseils. La première ne pense ainsi qu'à la stratégie, sans plus penser à la démocratisation réelle, et peut aboutir à un substitutisme pur qui risque de transformer le cheminement révolutionnaire vers un bureaucratisme autoritaire et à la fin du pluralisme. La seconde tend à ne s'en tenir qu'à la mise en place d'une brèche démocratique, sans penser à sa perduration stratégique. C'est l'écueil du spontanéisme qui ne produit de la démocratie que pendant un instant fugace, mais inefficace. La tension se tient donc entre efficacité révolutionnaire et effectivité de la démocratie. Ces deux écueils peuvent expliquer les échecs historiques de la perduration des expériences communalistes ou conseillistes. Naviguer entre les deux paraît donc bien difficile, mais pas impossible. Peuvent en témoigner les tentatives de Castoriadis pour penser une médiation politique toujours fragile qui passe par l'auto-éducation concrète du plus grand nombre. La voie reste toujours celle de la brèche ouverte entre un pur spontanéisme et le risque autoritaire du substitutisme. Pour ce faire, il s'agit alors de penser des organisations permanentes sans croire qu'elles vont nécessairement finir par se transformer en pouvoir autoritaire. Il faut alors garder en tête la possibilité de révoquer à chaque moment les délégués et de remettre en cause leur représentation. Dans la lignée de Rosa Luxembourg, Castoriadis pense ainsi que les organisations doivent accompagner des conseils autonomes sans se substituer bien sûr à elles. On peut noter aussi que Richard Gombin, dans son livre Les origines du gauchisme, pense que le situationnisme, dont la figure célèbre est celle de Guy Debord, peut être une tentative sérieuse pour se tenir sur cette ligne en tenant à formuler en amont d'une possible révolution les principes conseillistes et stratégiques à mobiliser. Les organisations, encore une fois, doivent accompagner, non se substituer. Marcher sur la ligne de crête du conseillisme paraît donc être un exercice bien délicat. En évoquant l'idée de la liberté, pensée par le conseillisme et par d'autres traditions révolutionnaires, la philosophe Hannah Arendt parle d'un trésor perdu des révolutions et écrit qu'il y a là une étrange et triste histoire qu'il reste à raconter et à se remémorer. Contre Arendt, on pourrait dire qu'il ne reste peut-être pas seulement à se remémorer ou à se raconter encore l'histoire des révolutions, mais peut-être qu'on peut y réfléchir encore pour inventer, créer et concrétiser. Pour ce faire, mis à part cette vidéo, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans la bibliographie que vous pouvez retrouver en description. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la petite cloche pour être sûr de poursuivre l'exploration des possibles émancipateurs. Si ça vous dit, vous pouvez aussi me faire un don sur Tipeee ou sur Utip. Et pour battre l'algo de YouTube, vous pouvez partager cette vidéo un peu partout, mettre des petits pouces bleus et commenter pour dire ce que vous pensez du conseillisme. On se retrouve le mois prochain pour une revue des livres. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine.